Le dernier panel de la journée, je vous l'ai dit, ça va aller très, très vite. Mais la dernière table ronde est à propos du soutien aux revenus et ça inclut la prestation de soutien pour les enfants, des expériences de familles qui vivent une instabilité financière, des outils, y compris les mesures du panier et comment les gens peuvent avoir accès au crédit d'impôt, ce que les différents paliers de gouvernement offrent, des occasions et des défis pour mettre en œuvre des initiatives. Nos panélistes aujourd'hui sont Leila, la directrice nationale du mouvement 2000, un mouvement pan-canadien qui œuvre pour mettre fin à la pauvreté et elle aussi au service des familles à Toronto. J'aimerais vous rappeler que leurs biographies sont disponibles sur le site Internet. Le prochain panéliste est la docteure Jennifer Zwicker, qui est la directrice des politiques publiques et associée à l'Université de Calgary. Elle est la chaire de recherche pour les handicaps chez les enfants et travaille pour le Kids Network. Et Michael Prince, qui est le professeur de politique sociale dans la faculté des sciences politiques à la faculté des sciences sociales à l'Université de Victoria. Encore une fois, Brenda Linehan, qui va être la modératrice. Elle a un petit garçon qui a des troubles de santé complexes et elle a été nommée au Conseil consultatif des soins à la petite enfance et pour ceux et celles qui ont besoin de soutien en Colombie-Britannique. Brenda, merci beaucoup, Amanda. Je crois que je vais commencer. Sharing your perspective and experience on this topic. Thanks, Leila. Merci, Leila. Aux organisateurs, ceci a été une discussion extrêmement importante et c'est tout à fait incroyable. Merci beaucoup de m'avoir invité à partager mon point de vue en particulier et comment développer ces enjeux. Alors, notre coalition représente plus de 100 communautés, organisations à travers le pays. Nous travaillons ensemble pour mettre fin à la pauvreté parmi les familles, les enfants. Réponse en 1989, il y a passé une résolution dans les chambres des communes pour mettre fin à la pauvreté pour les enfants d'ici l'an 2000. Alors, c'est une coalition qui s'était réunie pour essayer de rendre imputable le gouvernement de mettre fin à la pauvreté impliquant les enfants. Et cela supposé avoir été réglé d'ici l'an 2000. Alors, il y a différentes organisations qui ont été impliquées, qui offraient toutes sortes de ressources afin de s'assurer de la longévité de ce programme. Et nous avions un grand programme pour les installations de développement pour enfants et adultes. Alors, nous avons, depuis 1991, faire un suivi sur cet enjeu de pauvreté, famille et enfants. Enfin, il y a un rapport qui a été émis en février de cette année. Non seulement est-ce que nous regardons les données qui ressortent de Statistique Canada, mais nous aussi mettons de l'avant des politiques et solutions au niveau communautaire qui pourraient être atteignables. Et ce sont des tendances que nous voyons année après année où il y a encore de très hauts niveaux de pauvreté à travers le pays. Alors, nous examinons des données en 2020 et nous préférons les données basées sur les retours d'impôts parce que toute personne qui remplit un formulaire de rapport d'impôt est inclus dans ces données. Alors, selon les données, en 2020, il y avait encore 1 million d'enfants qui vivaient dans la pauvreté à travers le pays.
données, on donnait des données séparées et réunies euh, sur la situation en 2020 qui démontrait encore qu'il y avait un très haut niveau de pauvreté familiale et pour les enfants et surtout de ceux qui sont marginalisés systématiquement. On a entendu parler des enfants inuits et métis, groupes autochtones qui vivent sur les réserves et en dehors des réserves. Et donc, qui sont victimes aussi de discrimination systémique, de nouveaux immigrants, des certaines de ces familles ont des taux de pauvreté plus élevés, mais nous n'avons pas de données avec les enfants vivant avec handicap qui sont dans la pauvreté. Mais nous, probablement qu'on pourrait se faire une idée, mais nous n'avons pas les données précises et nous savons que qu'il y a un tel problème existant, mais une fois que nous aurons les données, bien, on saura que par exemple, pour les enfants de 15 ans et plus, les jeunes adultes, que aussi ont un taux élevé de pauvreté. Alors, nous avons mis de l'avant, nous avons une politique, une plateforme qui couvre les inégalités systémiques parce que c'est incrusté si profondément dans la manifestation de la pauvreté et une façon de mettre fin à la pauvreté, d'arrêter à mettre fin à des enjeux systémiques autour de la santé publique et de services financiers tels que l'hébergement et les soins pour les enfants. Nous avons mis de l'avant, revenant à des discussions que nous avons déjà tenues cet après-midi, en encourageant de politique informée sur les différents traumatismes existants, qu'une politique ne devrait pas faire plus de mal aux gens dans les communautés et serait développée avec qui sont le plus affectés par ces politiques. Hein, pas vraiment parler de niveau politique, mais au niveau communautaire, où il y a des gens qui auraient des solutions que le gouvernement pourrait mettre en œuvre. Et ce serait important donc d'être au cœur des recommandations. Et finalement, de travailler vers la réalisation de ces droits de la personne dans nos interventions envers les enfants, les personnes avec handicap, de mettre des objectifs selon nos objectifs de développement durable et la déclaration sur les peuples autochtones. En termes d'appui sur les revenus, notre rapport a trouvé aussi qu'en 2020, même si 13,5% des enfants vivaient en pauvreté, que ça était un chiffre bas parce que l'économie s'était fermée à cause de la COVID, mais le gouvernement fédéral de plus avait été entré en jeu rapidement et de grande façon avec de nouveaux programmes d'urgence comme les allocations fournies à cause de la COVID et les crédits d'impôt rendus disponibles sur les allocations, sur les taxes, les impôts pour les enfants. Alors, mais il y a des choses qui ont été mises en œuvre, mais en 2020, eh bien, c'est sûr que les allocations ont cessé et alors que cet argent a aidé pendant 2 ans, ces avantages ont pris fin et c'était la façon dont ça a été conçu. Cela a eu et cela a été impacté par l'inflation et le fait que cela mettait fin aussi à différents programmes et enfin, nous avons vu les taux de pauvreté commencer à augmenter à nouveau. Alors, la chose à se rappeler de ce qu'on a appris dans le dernier rapport, nous avons les chiffres qui démontrent que ce genre de tendance, alors on attend qu'il y ait ainsi un réseau universel, national de soins pour enfants, de s'occuper en attendant des familles qui en ont le plus besoin sans qu'elles puissent vivre sans stress. C'est une des choses que
le dernier rapport nous a appris, c'est de s'assurer que cela soit accessible pour les gens et des accès faciles. Alors, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et j'aime bien la conversation qui va suivre. Merci beaucoup. Merci, Leila. Écoutez, je voulais simplement dire avant de passer à Jennifer et que nous avons finalement montré le lien Menti que nous allions montrer à la fin, mais on va le montrer maintenant si les gens voulaient bien utiliser ce lien pour partager leurs impressions. On a mis toutes ces données. Vous pouvez aussi le partager dans le clavardage alors que vous écoutez. Ouais, je ne suis pas sûr si vous pouvez le faire sur le clavardage. Non, mais certainement dans le lien de Menti et on vous encourage à le faire. Et Jennifer, on aimerait entendre vos opinions. Ben, c'est magnifique, merci beaucoup. Je fais écho au commentaire de Léla. C'est une réunion si fabuleuse et la discussion était tellement enrichissante. J'essaie d'ajouter les points, mettre les points sur les points qui ont été mentionnés. Je suis à l'Université de Calgary, en sud de l'Alberta, et qui est territoire petit de la région 3 en Alberta également. Alors, c'est très privilégié de pouvoir vivre et jouer sur ces magnifiques terres. Et aussi, je vais commencer, parce que le contexte de discussion et c'est appui de revenus et les différentes politiques, sans aller trop loin en profondeur, mais mettre l'emphase sur les points déjà mentionnés. La Convention des Nations Unies à laquelle le Canada s'est joint. Il y a aussi des programmes provinciaux qui doivent s'aligner avec cela. Mais quand on pense aux différentes politiques, parfois, ça est un peu déconnecté de la façon dont, enfin, les principes d'un côté et le besoin de réduire les barrières à la participation dans la société et comment on conçoit et livre les programmes provinciaux et fédéraux. Donc, toujours bon de revenir aux conventions des Nations Unies et de mettre ça en perspective. Je dis cela parce que si vous regardez, Léla a parlé de certaines de ces données, mais si vous pensez aux données que nous connaissons, nos programmes, en fait, ne voient pas aux besoins des personnes avec handicap. On le sait. Nous savons également que 70% des personnes avec handicap ont des besoins quotidiens qui ne sont pas auxquels on ne réagit pas et où on n'apporte pas de soulagement et que un grand pourcentage d'entre eux ne peuvent participer euh, au travail. Alors, oui, c'est la réalité. Selon les données de la population, on a aussi pensé du fait que les familles donnent 80% de l'appui pour la survie quotidienne et on dit que 70% une fois plus des besoins euh, qui ne sont pas euh, résolus finalement. Alors, il faut trouver de meilleures façons de construire des programmes, des services pour mieux répondre aux besoins et d'atteindre ces accords de la Convention des Nations Unies. Alors, les mesures dans ces cas de pauvreté, et selon ce que Léna disait, au Canada, nous utilisons la mesure du marché. Hein. C'est un point de référence parce qu'il y a différentes mesures de pauvreté, mais c'est pauvreté qui est définie selon le panier d'épicerie. Bon. Alors, cette mesure de pauvreté, souvent, est un point de référence sur comment concevoir les avantages, les bénéfices ou les allocations. Alors, c'est important de voir comment cela est relié aux personnes avec handicap. Nous avons fait donc un certain travail pour examiner ces mesures et je veux dire que le message à retenir, c'est ça sous-estime les besoins des personnes avec handicap. Alors, tout d'abord, nous savons que ces personnes-là ont plus haut taux de pauvreté. Il s'agit de 42% plus de plus, et donc c'est assez substantiel. Et le panier de marché d'épicerie examine les aliments, les besoins, certains besoins fondamentaux, l'habillement, etc. Mais il y en a d'autres besoins qui ne sont pas capturés par cette mesure du panier de marché.
Alors, il faut prendre en considération simplement parce que nous avons levé le niveau de vie de ces personnes, certaines personnes au niveau de ce panier de marché, que la plupart sont encore en dessous de la ligne de pauvreté et, par exemple, dû aux frais de logement et le besoin de certaines formes d'appui, dont certains dispositifs, etc. Alors, l'autre partie dont je voulais parler un peu comme commentaire d'ouverture, c'est sur le crédit d'impôt euh, pour personnes handicapées. Je sais que ce n'est pas quelque chose de bizarre à dire pour ce groupe, mais quand on parle au niveau national, il semblerait bizarre peut-être de parler de crédit d'impôt, mais c'est de la pierre angulaire du système canadien. Et nous savons, selon les données, que à peu près 30% et le nombre de personnes qui seraient éligibles pour ce crédit d'impôt qui pourraient y accéder. Donc, ça, c'est le programme fédéral qui s'applique au programme provincial généralement aussi pour des gens qui seraient éligibles, mais ces personnes seraient le nombre de personnes éligibles est beaucoup plus faible qu'on pourrait s'y attendre. Alors, ça soulève plusieurs enjeux quand on parle aux différents éléments de conception de ces programmes. À partir de discussions et recherches faites, les choses clés, c'est la conscientisation. Ça, c'est un grand enjeu, mais aussi la difficulté d'accès à ces programmes. C'est compliqué comme processus d'application, critères d'éligibilité compliqué également à naviguer. Et aussi, la conception fondamentale dans le système d'impôt, les gens doivent remplir leur rapport d'impôt et ce crédit d'impôt n'est pas remboursable. Donc, les personnes avec un revenu plus faible ne voient pas vraiment de valeur tangible à entreprendre de longs processus pour accéder au programme. Alors, ça mène à un autre point. Quant au tour de ne pas avoir de crédit d'impôt pour personnes en situation de handicap, vous aurez empêché de recevoir le supplément garanti de la COVID, par exemple. Ça vous aurait empêché d'obtenir les allocations pour les enfants, l'allocation familiale, etc. Alors, ça devient important à prendre en considération. Et malheureusement, nous savons également que les inégalités sont surtout visibles selon différents types d'handicap, fonction mentale, par exemple. Au Québec, le taux de participation est beaucoup plus faible pour les groupes racisés et également plus bas et différents groupes de la population. Et pour les handicaps parmi les jeunes enfants, il y a moins de participation à tous ces programmes. Alors, je vais terminer en disant que la façon d'aller à l'avenir, ça serait d'avoir une approche qui prend en considération les besoins fonctionnels en tant qu'approche. Et je crois que philosophiquement, une approche qui essaye de voir aux besoins des personnes plutôt que d'être un peu le gardien, hein, de faire marcher les gens à travers un programme, c'est fastidieux. Donc, votre capacité à naviguer le système ne devrait pas déterminer qui peut avoir bénéficié de ces programmes. Je vais m'arrêter là Thank you, pour Jennifer. l'instant. Yeah, absolutely. There are Merci, so many Jennifer. barriers that both Il y a people can tellement face, d'obstacles and dont vous avez parlé it feels like our system is et il me semble que outdated notre and needs système to est un be peu modernized. archaïque et a besoin d'être So, modernisé, mais c'est un bateau qui se déplace we lent. are going to now move Et to nous Dr. allons Michael maintenant Prince, passer au and Dr. Michael give you Prince. the floor. Et je vais Thank you. donner le Thank you very micro. much, Brendan. Merci Let me too beaucoup, echo my Brenda. congratulations to the Laisse-moi faire organizers and the écho. participants today. Fabulous Félicitations aux and organisateurs discussion. à un incroyable événement Too, I'm calling pour in aujourd'hui et from demain. I'm calling in from Victoria, J'appelle aussi which de is the traditional Victoria, qui territory est le territoire of the West traditionnel Algonquin-speaking peoples, and des today peuples known as the Lacandien, que l'on Songhees connaît and aujourd'hui comme les Esquimalt First Songhees et les Nations. Esquimalt And with much Premières gratitude, Nations. I live on Avec these territories, gratitude, je and vis sur ces I love territoires being en tant qu'invité sur le as a territoire visitor. non cédé. I was asked to talk a little bit about On some m'a demandé de parler un recent peu federal initiatives des that pertain initiatives to récentes long-term fédérales support. reliées à l'appui sur And I know le Delta's revenu. and Jennifer's
Et suite à ce que Leila et Jennifer ont déjà présenté de façon excellente d'ailleurs, il y a 5 ou 6 ans, en 2018, avant la COVID, le gouvernement fédéral a passé la loi sur la réduction de la pauvreté et avec cela, ça a adopté la mesure de panier de marché dont Leila a parlé. Alors, le Canada a maintenant une ligne officielle, une mesure officielle de la pauvreté, chose que nous n'avions pas avant. Alors, à l'avenir, les conversations, les débats devraient être guidés par cet objectif et il y a de véritables implications pour autonomiser les groupes familiaux et communautaires, les organisations de planification sociale, les représentants, en encadrant les demandes sur les droits de la personne sous la forme de la notion de nous avons une ligne officielle de la pauvreté au niveau fédéral. Je reviendrai dans un instant casqueté aux avantages, aux allocations pour personnes en situation de handicap. Alors, en 2019, le gouvernement a passé la loi sur l'accessibilité au Canada. Une fois de plus, ça s'applique seulement aux juridictions fédérales, mais ça appliquait une notion inclusive plus moderne d'handicap. Alors, en 2018, nous avons adopté une définition moderne d'handicap avec certaines limites, surtout pour des personnes avec certains handicaps, mais c'était quand même une mesure officielle. Puis l'année suivante, on a adopté officiellement la loi, hein, et nous avons parlé aussi de barrières. Et comme Handicap l'a mentionné, ça a identifié les différentes politiques qui pourraient être des barrières. Et même si la marginalisation systémique dont on parlait, c'est dans les programmes, dans les services, dans la façon dont on conçoit et livre ces programmes, qui sont là pour aider les gens, mais qui souvent deviennent des obstacles et peuvent même faire du mal et traumatiser les gens. Alors, parmi toutes ces barrières, dans la loi sur l'accessibilité Canada, il y a certains programmes où l'on sait qu'il existe des barrières et le principe de ne pas faire de tort, de ne pas faire de mal, hein, il faut s'assurer donc à l'avenir de ne pas avoir de conséquences inattendues pour exacerber ou créer de nouvelles barrières. Il y a quelques années, l'accord sur l'apprentissage précoce et soins des enfants, il y a un accord qui a été signé, c'était pour des juridictions provinciales sur la carte d'enfant ou les soins pour enfants. C'était bon, il y a 3 milliards qui étaient dirigés vers des organismes communautaires autochtones, 27 milliards pour les territoires euh, différentes régions du Nord. Alors, certains de ces programmes sont adéquats et inclusifs, mais il y a des libellés dans cela, ou comment appuyer les enfants avec des enfants ayant différentes habilités. En fait, c'est le libellé utilisé euh, qui met en considération certains groupes de personnes vivant avec handicap, qu'il y a des différences et qu'il faut y porter attention à comment améliorer l'inclusion et l'accès à des familles qui ont des enfants en situation de handicap. Alors, rapidement, il y a eu certains développements cependant. Un de cela a été l'équité salariale passée par le gouvernement fédéral pour voir aux différences de salaire, mais qui ne s'applique seulement à certains secteurs fédéraux, mais ça reconnaît en général un appui pour les familles qui ont des enfants avec handicap, des familles travaillantes. Et les allocations de maladie a prolongé à 26 semaines la disponibilité pour certaines maladies. Et bien sûr, a réduit 10 jours de congés payés de maladie à la fin de l'année. Alors, ça a appliqué seulement au secteur fédéral réglementé. C'est positif, mais cela ne s'applique qu'à peut-être 7 à 10 de la force de travail du Canada.
Et si vous êtes un travailleur, il faut être éligible pour y participer de plus. Alors oui, c'est quand même un pas de l'avant. Alors, je veux parler brièvement aussi des allocations pour personnes en situation de handicap. Alors ça cible les adultes d'âge de travail. C'est, bon, disons, entre 18 et 64 ans. Mais je voulais également certains éléments qui ont été dépensés. Qu'est-ce qui se passe avec les personnes de moins de 18 ou de plus de 64 ans? Alors, il y a au comité de la Chambre des communes et au Sénat qui ont demandé à apporter plus d'attention pour les personnes âgées. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand leurs allocations sont réduites et bon, ils arrivent à 64, 65 ans, présumément que c'est là un supplément substantiel qui pourrait les aider à sortir de la pauvreté, mais c'est un avantage se termine à 65 ans. Alors là, qu'est-ce qu'ils font là? Et la pension de vieillesse et puis supplément de garantie s'ils sont éligibles et ils vont perdre des avantages qu'ils avaient depuis plusieurs années. Alors, le taux de pauvreté parmi les personnes d'un certain âge est beaucoup plus faible que la pauvreté que l'on trouve parmi certaines jeunes personnes. Donc, oui, je comprends, les sénateurs sont plus âgés, ils pensent à leur propre groupe, leur père, des personnes âgées. Mais le message n'est pas sorti suffisamment. Quel est l'impact des relations entre les nouveaux avantages pour les enfants, le crédit d'impôt et tout ça, et pour les enfants avec handicap et sans handicap, ou les enfants en dessous de 18 ans en général. C'est difficile d'avoir des discussions telles que cela dans l'arène politique. Ministre Control est au courant de ces enjeux, puis elle dit, bon, je veux que ce programme soit en place d'abord, puis là, on verra aux autres. Et ce que je trouve encore plus questionnable, c'est que c'est cette promesse de doubler les avantages pour les enfants avec un handicap qui a été faite promesse il y a quelques années, qui a été oubliée. Alors, je me demande, ils attendaient de passer des programmes pour les personnes qui travaillaient, puis de voir comment, par la suite, établir des problèmes qui pourraient interagir avec ces programmes existants. Alors, oui, un nouveau supplément pour personnes en âge de travailler, mais pas pour les familles qui ont des jeunes enfants avec certains handicaps. Alors, l'autre chose que j'ai trouvé intéressante autour des prestations pour personnes handicapées au Canada, c'est une loi qui était une loi cadre un peu, bon, une sorte de squelette. La plupart des détails devront être développés par des règlements une fois que le projet de la loi devient loi. Et il y a eu une réunion l'automne dernier qui a été dit qu'il n'y a pas vraiment de définition de ce qui est adéquat. Les règlements peuvent établir un bénéfice de prestation d'1 dollar par mois. Bon, bon, de mots très beaux dans le préambule sur le besoin de sécurité financière et la pauvreté, etc. Mais le comité a amendé la loi de trois façons et ce qu'ils ont fait, ils ont ajouté des libellés disant que lorsque le gouvernement a décidé d'un programme, tous les détails, il faut y réfléchir à l'avance et voir quel serait le montant pour la loi sur les personnes avec handicap et la définition de la ligne de pauvreté. Bon, maintenant que c'est défini, et le comité parlementaire dit, bon, nous avons maintenant une ligne officielle de pauvreté, on va mettre ça dans un cadre de loi, libellé de loi. Et c'est rendu au Sénat, ils font un groupe, on dit, ça suffit pas, c'est bon. Et Jennifer a dit, on sait que la ligne officielle de pauvreté ne capture pas 20, 30, 40% des coûts d'une famille, des coûts réels, et surtout ceux avec des personnes qui ont certains handicaps. Donc, il faut améliorer le libéré, au-delà du libellé, et puis par la Chambre des communes. Et puis hier, le Sénat a présenté un rapport qui sera débattu au Sénat la semaine prochaine. C'est pas fait encore, c'est pas accompli,
Donc, vous pouvez contacter vos sénateurs, dire oui, si vous voulez faire passer ces amendements, mais ces amendements disent que non seulement est-ce que les avantages à prendre en compte, devraient prendre en considération la ligne de pauvreté, mais ça ajoute quatre autres choses. Un, c'est les coûts additionnels associés à vivre avec un handicap. Si ça passe, ce sera la première fois dans la loi au niveau fédéral que ceci est adressé. Puis, ils ont dit les défis auxquels font face ceux qui vivent avec des handicaps à gagner un revenu provenant de travail. Une fois de plus, ça c'est quelque chose d'important. Et puis, je dois prendre en considération l'intersection, les besoins intersectionnels de personnes avec handicap en groupe. Alors, c'est un préambule parce que c'est incorporé au cœur de la loi de dire que bon, on décide des avantages ou des allocations et voir comment alors, ces groupes devraient être regroupés, oui, au-dessus de la ligne de pauvreté, mais les différentes intersections qui accompagnent cela. Et le gouvernement doit prendre en considération les droits et obligations internationales au terme des droits de la personne. Alors, c'est un ensemble magnifique d'à peu près 5 critères pour pouvoir maintenant commencer à parler de qu'est-ce qui est adéquat dans ce pays. On se croise les doigts. Les parlementaires vont discuter de cela. Ça doit être adopté d'abord par le Sénat, ça retourne à la Chambre des communes, et là, les communes devront, on l'espère, accepter. Il y a 5 amendements que propose le Sénat. On verra si ça passera au Sénat la semaine prochaine, puis là, ça retournera à la Chambre des communes. Alors, le groupe avec handicap, c'est que, et ça va être bientôt la fin de cette session du gouvernement pour l'été. Il faut passer la loi avant l'été. On a vu que parfois où il y a eu un projet de loi, puis il y a eu une élection subite et où le projet de loi a été oublié. Ce sont des amendements importants qui signaleraient, je crois, un avenir beaucoup plus optimiste. Et puis, lorsque l'on parle d'allocation pour les enfants en situation de handicap, et bien, ça changerait la partie pour eux. Et même si je suis frustré par la lenteur du développement de ces choses-là, j'essaie de trouver une lueur d'espoir et je crois que c'est là un développement significatif pour les groupes, les chercheurs comme Jen et moi, où nous parlons de représentation et nous pensons que ceci pourrait être un nouveau développement assez important. Thank you so much. I appreciate that Merci beaucoup. J'apprécie cette mise à jour. Je n'étais pas restée au courant au cours des derniers jours. Ouais, tu as été très occupé. Ben, en fait, c'est très prometteur. Alors, il y a toute une richesse de savoir, de connaissances. Nous avons entendu parler de l'état courant des choses et ce qui se passe en matière de prestations pour personnes vivant en situation de handicap. Et donc, maintenant, il reste quelques minutes, mais peut-être que chacun d'entre vous pourrait parler pendant 1 minute de ce que vous voyez dans d'autres juridictions que vous aimeriez voir arriver ici ou ailleurs. Et que voyez-vous en termes de prestations pour les soignants ou les personnes qui prennent soin d'une autre personne ou d'autres types de prestations? Merci beaucoup. J'apprécie énormément cette mise à jour, Michael. J'aimerais tout simplement dire qu'en ce qui a trait à la mesure du panier de consommation, ce sondage n'inclut pas les personnes qui vivent dans les institutions, des enfants qui sont en famille d'accueil, des gens qui sont dans les hôpitaux. Et donc, ça ne tient pas compte des personnes qui vivent dans les territoires du Canada. Et donc, comme nous l'avons entendu, il y a des gens qui ont des dépenses supplémentaires, surtout ceux qui demeurent dans les régions éloignées au nord du Canada. Et donc, les données en matière des personnes autochtones sont complètement absentes. Et donc, ils utilisent une mesure relative.
ça demande non seulement est-ce que je peux me permettre mes besoins fondamentaux, mais est-ce que en fait, c'est par rapport aux autres personnes au sein de la société. Donc, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il y aurait tellement de valeurs et d'opportunités à découvrir qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de prestations pour les personnes vivant en situation de handicap. Et donc, je voulais tout simplement mentionner comment la mesure du panier de consommation est déterminée. Dans notre bulletin, nous avons un tableau qui compare le taux de pauvreté de la mesure des foyers à faible revenu et les autres, et il y a une lacune de 50 entre le seuil le plus bas et les autres personnes. Quand on utilise la mesure du panier de consommation, ils sont à 50 moins. Et donc, on a besoin d'un sondage. Et donc, toutes les personnes qui ont reçu des prestations durant la pandémie, ben maintenant, ils demandent aux gens de rembourser les frais. J'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont mentionné avoir été talonnées par le gouvernement. Ils doivent essentiellement être assujettis à des plans de versement parce qu'ils sont absolument incapables de rembourser ou de payer ça. Alors, nous devons nous assurer que des programmes de sécurité de revenus et des programmes de prestations des prestations pour les personnes vivant en situation de handicap soient offerts. Bon, il pourrait y avoir une personne qui travaille ici légalement, mais qui attend que le gouvernement ait les délibérations au sujet de son statut. Et c'est possible que les enfants aient les parents aient des enfants. Ils travaillent, ils payent leurs impôts, mais ils n'ont pas droit aux prestations pour leurs enfants. Et donc, nous devons éliminer ces barrières par rapport aux politiques. Et si je pense à d'autres juridictions, ben, nous recommandons des mesures pour ceux qui ne paient pas d'impôts, qui ne savent pas comment faire les impôts. Alors, bon, il y a des gens qui vont sur les réserves autochtones et il y a des ateliers qui sont offerts, mais bon, il y a des gens qui ont des troubles de santé mentale, qui sont dans des institutions, qui vivent dans la rue. Alors, comment pouvoir créer un système d'admissibilité et de distribution de revenus pour les gens qui ne sont pas sur les listes d'impôts, par exemple. Et ça pourrait être, je vois ça partout autour du monde, dans différentes juridictions, pour les peuples marginalisés ou les familles qui vivent dans des régions rurales ou des personnes qui vivent à distance. Et donc, ça serait important de créer un système de distribution parallèle au nôtre ou à celui qui existe en ce moment. Merci pour toutes ces informations autour des barrières. Et donc, il ne nous reste plus de temps, mais j'aimerais inviter Jennifer à terminer pour nous si vous avez des derniers commentaires. Oui, brièvement. Je crois que le contexte de Michael était si important. Alors, au fur et à mesure que nous regardons la mise en œuvre et la distribution du programme de prestations pour les personnes handicapées, nous devons s'éloigner de l'admissibilité qui est basée sur les diagnostics. Plusieurs programmes fédéraux et provinciaux sont basés sur cette approche. Et donc, il y a d'autres différentes couches pour pouvoir déterminer l'admissibilité. Il y a des besoins fonctionnels et malheureusement, il va falloir élaborer de nouvelles critères. Et donc, ça ne sera pas nécessairement un processus vraiment rapide, mais c'est un processus super important. En ce qui a trait à la prestation de soi, ben, j'aimerais saluer la personne qui travaille à la recherche. Il y a des études de cas qui se sont présentées devant les tribunaux
et qu'ils ont reçu des compensations pour le manque de prestations. Et donc, nous devons concevoir des services de soutien financés par le gouvernement pour offrir au public. Et donc, si on réfléchit à la déconnexion qui existe entre le fait qu'on ne permet pas aux membres d'une famille d'être remboursés pour des dépenses qu'ils font pour prendre soin d'une personne. Merci. Très intéressant. C'est une chose à laquelle je n'aurais pas pensé, mais au sein de notre propre système, nous devrions trouver ces cas ou ces témoignages et voir quel impact ça peut avoir quand quelqu'un est en mesure d'obtenir un ensemble de services holistiques. Alors, nous avons dépassé notre horaire. Je vais devoir terminer. Je suis tellement reconnaissante envers vous et j'espère que d'autres personnes vont se joindre à nous après la conférence afin que nous puissions avoir d'autres conversations et créer une planification. Merci beaucoup.